Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo précédente, première de cette série, et qui a été proposée sous forme de préambule, nous avons insisté sur la nécessité de clarifier, donc de classifier, les différentes interprétations possibles du mot ou de la notion de décroissance. Différentes interprétations par des personnes ou groupes de personnes en ayant des visions sensiblement divergentes. Dans un premier temps, et pour fixer les idées, il ne paraît pas inutile de rappeler la définition que donne le dictionnaire du mot décroissance. Le dictionnaire dit que la décroissance, c'est la situation de quelque chose qui diminue. Le terme décroissance ayant pour synonyme déclin, diminution. Une première remarque que nous pouvons faire à la lecture de cette définition, c'est que certaines acceptions de nature idéologique ou philosophique de la décroissance, qui ont été imposées ou suggérées par certaines mouvances politiques, sont des acceptions qui ne sont pas conformes à la définition initiale du mot. Car en effet, la décroissance n'est pas une idéologie, ni une option philosophique, c'est bien au contraire la réalité physique constatée d'un système qui décroît. Mais l'opinion publique, elle, se positionne de façon divergente, voire passionnée par rapport à cette situation putative de déclin. Et nous pouvons distinguer globalement 6 options différentes de ce positionnement, dont nous verrons pour chaque option quelle est la dénomination courte, quels en sont les adeptes, quels sont les arguments que ces adeptes exposent, les slogans qu'ils proposent, les actions, et au final la traduction politique ou politicienne selon le terme que vous préférez. 6 interprétations génériques, donc 6 idées simples de la notion de décroissance, dont certaines pourront naturellement être combinées entre elles par 2, voire par 3, pour donner une idée dérivée, sensiblement plus complexe, puisque, comme le disait très justement John Locke, les idées complexes qui restent divisibles et fragmentables ne sont que des associations d'idées simples qui, elles, sont par hypothèse indivisibles. À chacune de ces idées simples, donc, de la décroissance, nous consacrerons une vidéo particulière. Et la première idée simple de la décroissance, qui fait l'objet de cette vidéo-ci, c'est celle de la décroissance interprétée comme un objectif permettant de changer le mode de vie actuel par un autre mode de vie meilleur. La deuxième idée simple, qui fera l'objet de la deuxième vidéo, c'est la décroissance, interprétée comme étant un objectif permettant de réduire, voire d'annuler, un certain nombre d'externalités négatives de la croissance. La troisième idée simple, qui fera l'objet de la troisième vidéo, c'est la décroissance, interprétée comme argument économique permettant de développer des activités lucratives censées l'éviter. La décroissance, quatrième idée simple, interprétée comme un argument politique permettant d'élargir sa base électorale. Cinquième idée, la décroissance, interprétée comme une résultante inéluctable du processus industriel et comme première phase plus ou moins rapide d'un effondrement sociétal également inéluctable. Et sixième idée simple, la décroissance interprétée comme étant une résultante inéluctable du processus industriel, même chose que l'idée 5, mais pouvant être encadrée par un nouveau système économico-politique pouvant éviter l'effondrement. Alors, la première idée simple. Première idée simple, la décroissance donc interprétée comme un objectif permettant de changer le mode de vie actuel par un mode de vie meilleur,
ou de façon plus ambitieuse, de changer le monde actuel par un monde meilleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, au niveau des dénominations, celle qui semble la plus adaptée, c'est la décroissance individualiste. Autre terme possible, la décroissance prosélytique, la décroissance culturelle, la décroissance volontaire, la décroissance exemplaire ou encore l'objection de croissance. Tous ces termes vont bien sûr être explicités au fur et à mesure de cet exposé. Au niveau des adeptes, qui sont ces adeptes? Eh bien, ce sont essentiellement des gens qui s'appliquent à suivre un mode de vie individuel, fondé sur une réduction de leur consommation d'un certain nombre de produits et services fournis par la société actuelle. Certains types de produits ou services pouvant même aller jusqu'à être bannis parallèlement à une auto-fabrication de certains produits. Le stade ultime de ce comportement pouvant être de ne plus acheter du tout aucun produit ni service proposé par le marché et produire tout soi-même. Aussi pour l'aspect individualiste. Cette catégorie, très homogène quant au choix de vie personnelle de ses ressortissants, se fragmente néanmoins sur le plan des relations avec le monde extérieur, en ce sens que certains vont se retrancher dans un périmètre identitaire, attention, identitaire étant pris ici sans aucune connotation politique, mais comme signifiant tout simplement la volonté d'un groupe de se déterminer par rapport à une forte appartenance à un certain nombre de valeurs. Alors que d'autres vont se donner comme mission de tenter de convaincre leurs voisins géographiques ou leurs voisins sociaux d'adopter les mêmes pratiques. Voilà pour l'aspect prosélyte. Maintenant, les arguments. Alors, sur le plan des arguments, plusieurs thèmes sont mis en avant, plusieurs thèmes plus ou moins complémentaires d'ailleurs, selon que la posture prosélyte soit privilégiée ou pas. Le premier thème, la santé. Ce thème fait consensus au sein des décroissants individualistes qui ainsi fondent leur démarche personnelle sur l'amélioration de leur santé par l'ingestion d'aliments non toxiques, la mise en place d'un cadre de vie non pollué, exempt de stress professionnel. Deuxième thème, l'inquiétude face au réchauffement climatique. Troisième thème, le rejet du nucléaire, thème historique mais entrant en collision avec le thème du réchauffement climatique. Nous en reparlerons. Quatrième thème, la joie de vivre. Ce thème est fondé sur le postulat que la société croissanciste a plongé les gens dans un marasme mental que seule la décroissance peut éradiquer. L'acte de décroître devient alors un fait culturel. Un thème connexe à ce thème de la joie de vivre, c'est celui de l'amélioration supposée des relations sociales par l'augmentation de la fréquentation physique des gens entre eux. Thème symbolisé par le slogan « Moins de biens, plus de liens ». Et thème concrétisé également par le rejet des outils de communication virtuelle tels la visioconférence informatique ou même le téléphone mobile. Décroissance culturelle. Maintenant, au niveau des slogans. Alors, nous avons la décroissance. Avec la décroissance, retrouverons la joie de vivre. Moins de biens, plus de liens. La récession n'est pas notre décroissance n'est pas de droite. Nous avons déjà évoqué les deux premiers slogans et nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur les deux autres. La récession n'est pas une décroissance, n'est pas notre décroissance, et le slogan « Notre décroissance n'est pas de droite ». Maintenant, au niveau des actions proposées par ces adeptes de cette idée simple de décroissance. Les adeptes de cette décroissance, qui ne se contentent pas d'adopter pour eux-mêmes un mode de vie dit décroissant, mode de vie dont nous avons donné rapidement les contours, qui est désormais
d'ailleurs suffisamment connu du grand public sans qu'il soit besoin de le détailler plus complètement, ce contingent particulier va entreprendre alors de passer à une phase militante en développant des actions principalement basées sur l'exemplarité du comportement individuel qui vont se matérialiser par des participations à des AMAP, associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, des expériences de monnaie locale, etc., dénommées par le terme générique d'alternatives concrètes et supposées faire tache d'huile au sein de la population avoisinante. Et ainsi, par la multiplication numérique des acteurs de ces alternatives concrètes, atteindre ce qu'ils dénomment une masse critique d'individus, débouchant alors sur une généralisation pacifique et sans heurts de ce type de pratique par la population tout entière. Cette stratégie se fonde en partie sur la croyance en la spontanéité des masses, chère aux anarchistes et à l'ultra-gauche. Par ailleurs, bien qu'ils soient en principe et au départ hostiles à tout programme, qu'ils se plaisent à répéter « nous avons un projet, pas un programme », ces décroissants individualistes ont néanmoins quelque peu évolué depuis ces dernières années en reconnaissant la nécessité d'inclure certains éléments programmatiques au sein de leur projet, éléments fondés principalement sur l'octroi d'un revenu inconditionnel pour tous, assorti d'un prélèvement coercitif au-delà d'un revenu maximum, dont d'ailleurs la consubstantialité avec la croissance n'est pas vraiment explicitée, et également fondé sur un certain nombre de déclarations d'intention non traduites en termes législatifs précis, visant notamment pêle-mêle à développer le petit commerce au détriment des grandes surfaces, réduire le gaspillage, privilégier le durable, privilégier le réparable plutôt que le jetable, réduire les importations en provenance des pays du Sud, interdire la publicité et interdire l'obsolescence programmée, sortir de l'OTAN, supprimer les paradis fiscaux, bref, un inventaire pas tout à fait à la Prévert, mais presque. Pour ce qui concerne, nous y venons, pour ce qui concerne la traduction politique de ces intentions, en termes de positionnement politique, la mouvance décroissante individualiste s'affirme résolument ancrée à gauche, à tel point qu'un de ses chevaux de bataille favoris est la lutte contre ce qu'elle dénomme la décroissance de droite. Au niveau de la politique politicienne, bien qu'elle n'affirme ne pas vouloir s'en mêler, la mouvance individualiste a produit certaines listes aux récentes élections européennes, législatives, municipales, sur ces bases programmatiques que nous venons d'énumérer. Et bien qu'elle affirme également ne pas vouloir collaborer avec les partis du système, il est de notoriété dans les milieux spécifiquement bien informés, que les décroissants individualistes, les décroissants culturels, votent en masse pour la France insoumise et pour M. Mélenchon lorsque le moment de vérité arrive. En réalité, ce paradoxe traduit une certaine confusion du raisonnement qui imprègne même et sans doute à leur corps défendant. Certains idéologues parmi les plus sympathiques de cette mouvance décroissante particulière. C'est ainsi que le journal La Décroissance, sorte de bréviaire mensuelle, qui a adopté pour slogan fédérateur le journal de la joie de vivre, fonde son commerce et son lectorat sur la mise en valeur de comportements individuels et d'alternatives concrètes locales, proclamés tous deux vertueux. Autoproclamé vertueux et présenté comme le terreau possible et le ferment d'actions révolutionnaires propres à stopper la croissance et à installer la décroissance. La confusion du raisonnement vient du fait que ce journal, et avec lui toute la mouvance qui l'accompagne, semble
ne pas se rendre compte qu'il enfonce des portes déjà ouvertes depuis plus d'un demi-siècle. Car en effet, tout le monde sait bien, et notamment depuis mai 1968, qu'aller décroître dans une ferme du Larzac, c'est gagner le droit à la joie de vivre, et que remplacer les soirées, séries télé, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, par des grillades de châtaignes au feu de bois, avec les paysans du coin, c'est diminuer les biens et augmenter les liens. Ce journal, ainsi que toute la mouvance volontariste qui l'entoure, ne fait donc que redécouvrir des pratiques que bien d'autres utilisent déjà depuis plus d'un demi-siècle. Ces ritournelles réchauffées sur les méfaits de la société de consommation semblent issus d'une redécouverte tardive de M. Jean Baudrillard et n'apportent rien de particulièrement nouveau sous le soleil de la société de la croissance, dont les partisans sont toujours aussi nombreux, se portent toujours aussi bien et ne semblent pas avoir été réellement affectés ni mis en danger le moins du monde par ce type de pratique, développé par des contingents individualistes divers depuis plus de 50 ans. Et bien plus, si nous nous faisons un instant avocat du diable, nous pourrions même prétendre que la civilisation industrielle a réussi l'exploit de permettre à la fois à ceux qui la désirent d'en profiter pleinement et à ceux qui ne la désirent pas de la rejeter, en choisissant de vivre sans gaspiller ni outre-consommer. De plus, et contrairement à l'axiome des décroissances individualistes, il est manifeste que nombre de citoyens croissants cultivent une savoureuse joie de vivre et qu'ils tissent une multitude de liens, via notamment les réseaux sociaux, malgré leur sale manie de collectionner une foultitude de biens. Alors, comportement savoureusement illustré par cette phrase d'un décroissant culturel notoire. Le capitalisme donne à jouir, mais il n'est pas sûr que cette jouissance soit de bonne qualité. Phrase savoureuse, certes, mais qui dénote cependant une fâcheuse tendance de ces décroissants individualistes à flirter avec le péché de certitude dans un monde connu pourtant pour être fait du contraire. En un mot, ces décroissants-là sont tout près de croire qu'ils détiennent la vérité sur la terre, que leurs pratiques autoproclamées exemplaires doivent être suivies par tous les autres, ces autres qui, de leur point de vue, et comme dirait Sartre, les font vivre dans un enfer. Ces décroissants individualistes sont adeptes du volontarisme immédiat, voire d'une obligation pour tous de suivre leurs prescriptions au nom d'un intérêt général dont ils détiendraient le cahier des charges exclusif. C'est ainsi que toute chapelle et secte confondues, ils s'accordent. Et s'accordent sur un point qu'il convient d'analyser autrement qu'en restant au niveau d'une primo-émotion. C'est-à-dire en creusant la question en profondeur. Ce point, c'est celui de l'exemplarité supposée et de l'efficacité de la démarche individuelle qui consiste à limiter son usage des biens issus de la transformation thermo-industrielle des ressources naturelles finies, c'est-à-dire, pour faire court, des biens et services de la société industrielle. Eh bien, en analysant un peu l'affaire en profondeur, s'avère, comme nous l'avons déjà dit par ailleurs, que cette démarche est illusoire autant qu'elle se révèle dérisoire. Car pour ce qui concerne l'économie de l'énergie, par exemple, tout dépend selon que vous soyez riche ou misérable, c'est-à-dire pour le cas qui nous intéresse, selon que vous soyez membre de l'OPEP ou pas. Paradoxalement, les pauvres en hydrocarbures, c'est-à-dire nous les Européens, par exemple, n'avons pas de raison logique de rationner des denrées que nous ne possédons pas, mais que nous pouvons acheter à ceux qui les possèdent et qui, eux, auraient tout intérêt à les faire durer plus longtemps afin d'assurer le devenir de leurs petits-enfants. En termes clairs, pourquoi un Français
Serait-il séduit par l'économie du pétrole, pour d'autres raisons que purement budgétaires, comme toute autre denrée, comme pour toute autre denrée par ailleurs, alors que cette attitude ne ferait que libérer des quantités plus grandes pour les ressortissants des autres pays. Un Saoudien, par contre, lui, aurait tout intérêt à le faire, soit afin d'assurer son avenir énergétique pour des centaines d'années, soit pour augmenter sa rente, tout en diminuant par la diminution de ses quantités vendues, soit pour les deux raisons cumulées. Nous voyons donc que, en tenant compte des contingences mondiales, la démarche de frugalité dans un seul pays n'est que l'expression actuelle d'une cécité régionaliste, tout comme le socialisme dans un seul pays fut en son temps une vision déformée de la cause communiste. Il est évident que, hormis une entente mondiale sur le sujet, toute démarche partielle de décroissance volontaire ne ferait que libérer de la croissance pour le reste du monde, illustrant ainsi une application planétaire du bon vieux principe des vases communicants. Ces envahissants appels à la frugalité, voire à l'abstinence, diffèrent largement des innocentes trajectoires hippies post-68 art que nous avons déjà évoquées, en ce sens qu'elles portent en elles le germe détestable de la culpabilisation de l'autre et le ferment redoutable de l'ostracisme du comportement. Ces deux quêtes se situent également aux antipodes anthropologiques l'une de l'autre. En effet, dans les années qui ont suivi 1968, nous avions un mouvement insouciant et réellement individualiste, lui, tout entier tourné vers un plaisir qui naissait naturellement du rejet du monde de vie consumériste, sans aller chercher à convertir le reste de la population. C'était une joie de vivre vécue, et pas une joie de vivre autoproclamée. Une joie de vivre autoproclamée comme étant la seule joie de vivre acceptable, la seule joie de vivre de bonne qualité, un buen vivir institutionnalisé en quelque sorte. Non, en fait, c'était, après 1968, une joie de vivre, une joie de vivre. Ce n'était pas la joie de vivre. Le choix de l'article là au lieu de une, faisant ici toute la différence entre un mouvement qui était un mouvement humble et un mouvement qui est aujourd'hui un mouvement d'honneur, de leçon. Car aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons une mouvance schizophrène et inquiète, mais qui tente de se persuader que d'éventuels efforts ingrats lui vaudront la joie de vivre version païenne du paradis sur terre, sans en être toutefois totalement convaincue, et elle éprouve donc le besoin de convertir un maximum d'ouailles pour ne pas avoir à faire ce délicat chemin toute seule. Mais, tout comme les scientifiques bâtisseurs de la croissance durable, les militants de la décroissance volontaire sont obsédés par la maîtrise de leur processus, et tout comme les scientifiques, ils se trompent. Car jamais, dans l'histoire, l'homme n'est parvenu à maîtriser quelque processus que ce soit et n'a jamais réussi qu'à s'adapter à l'évolution des choses, et la plupart du temps d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, avec talent. L'illusion des décroissants volontaires est encore plus criante lorsque nous considérons un de leurs slogans fétiches: la récession n'est pas la décroissance. Cette absurdité du raisonnement est à elle seule révélatrice de la confusion qui règne dans leurs esprits. En effet, selon eux, une décroissance subie, ça se nomme une récession, alors qu'une décroissance voulue se nomme une joie de vivre. Or, ce non-sens est criant, puisqu'il est bien évident que la décroissance du système de production industrielle est de toute façon, et quoi qu'on fasse, inéluctable de par la simple application des lois de la physique, et plus particulièrement de celles de la thermodynamique. Nous nous en sommes déjà largement expliqués dans d'autres communications auxquelles vous pouvez vous rapporter et dont la référence s'affiche
ici. Un autre support média emblématique de la mouvance individualiste, qui s'appelle la maison commune de la décroissance, vitupère régulièrement contre cette notion de décroissance inéluctable qu'elle dénomme physicaliste. Décroissance physicaliste. Et vous, aux gémonies les plus sombres, les exégètes de Nicolas Georgescu-Roegen, théoricien de la décroissance inéluctable, et accessoirement pourtant initiateur du terme de décroissance. À l'instar du journal La Décroissance et de son slogan « Le journal de la joie de vivre », la phrase fédératrice de ce blog décroissant individualiste, la maison commune de la décroissance, cette phrase est toute significative. Cette phrase, c'est celle-ci, la croissance, c'est le non-sens, le bon sens, c'est la décroissance. Ce qui laisse à penser que la croissance est serait un chemin possible, mais un chemin pas souhaitable, et que le chemin souhaitable, c'est la décroissance. Voici donc, en termes clairs et en termes ramassés, toute l'illusion sur laquelle est fondée cette mouvance décroissante individualiste et qui révèle qu'en réalité, ces décroissants-là ne croient pas vraiment en la décroissance, sinon ils ne diraient pas la croissance, c'est le non-sens, ils diraient la croissance n'est pas durable. Ce n'est pas la même chose de dire la croissance est un non-sens que de dire la croissance n'est pas durable. Et ils ne diraient pas non plus le bon sens, c'est la décroissance. Ils diraient après la croissance vient obligatoirement la décroissance. Mais en réalité, l'illusion est encore plus grande que ça, car sans en être sans doute pleinement conscients, ils sont persuadés que la croissance peut durer, que la croissance pourrait durer si leurs préconisations n'étaient pas suivies. Or, outre que leurs préconisations sont pour la plupart dérisoires, nous l'avons déjà montré, aucune ne semble susceptible d'enrayer la machine capitaliste marchande, tant elle suscite peu d'écho au sein des populations majoritairement tournées vers le toujours plus, car au final, la question n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre la décroissance, mais bien de savoir comment nous allons gérer la décroissance inéluctable. Cette idée quasi obsessionnelle qu'il faut décroître maintenant et tout de suite de façon volontariste, en diminuant la consommation des ressources naturelles finies, dont nous avons dit tout à l'heure qu'elle n'avait aucun sens dans le cadre de l'action isolée d'un seul pays, cette idée, qui est tout à fait respectable en soi et sympathique, occulte néanmoins un non-dit de taille concernant précisément la durabilité de cette décroissance voulue. La durabilité de cette décroissance voulue. Alors il est vrai, nous sommes bien d'accord pour dire que le véritable problème concret posé par la société de la croissance, c'est que le mode de vie qui va avec crée une dette vis-à-vis des générations futures. Il est vrai également, et nous sommes bien d'accord de tenir pour évident que tout ce que nous consommons aujourd'hui en termes de ressources non renouvelables, c'est bien entendu autant de ressources qui ne seront pas disponibles pour les générations futures. Nous sommes bien d'accord avec cela. Le doute s'installe néanmoins lorsque nous entendons dire qu'en décroissant volontairement maintenant et tout de suite, nous conserverions suffisamment de ressources non renouvelables pour les générations qui viennent. Parce qu'alors, une question fondamentale se pose, que certains ténors de cette forme de décroissance classent dans ce qu'ils dénomment les objections pénibles. Objections pénibles. Cette question, c'est celle-ci. Que signifie exactement l'adverbe suffisamment? Et notamment son extension à la locution suffisamment pour combien de temps?
C'est une question à laquelle les décroissants de ce type refusent de répondre. Et ils refusent d'y répondre pour la bonne et simple raison qu'ils n'osent pas dire « Nous allons laisser aux générations futures suffisamment de ressources pour une période durable ». Et nous voici donc bien arrivés au cœur de la question. Ces décroissants nous parlent bien d'une décroissance durable. Décroissance durable, concept qu'ils substituent allègrement à celui de développement durable. Nous y voilà. Perpétuant ainsi, mais sans le dire, le concept d'état stationnaire suggéré par Hermann Daly, dont Roentgen a largement démontré en son temps le caractère utopique. Cette liaison entre décroissance durable, état stationnaire et développement durable n'est pas fortuite, quand on sait que Daly lui-même est reconnu pour avoir incité la Banque mondiale à réfléchir au concept et à initier le concept de développement durable au début des années 1990 à partir de réflexions tirées de son ouvrage, son fameux ouvrage Steady State Economics. Ce que refusent de nous préciser ces décroissants individualistes, c'est donc la durée de cet état décroissant qu'ils nous suggèrent. Est-ce un siècle? Est-ce 10 siècles? Ou est-ce 100 siècles? Bon, c'est bien là tout le problème. Car pour 100 siècles, cela vaut la peine, mais pour un siècle, ça n'en vaut pas la peine. Une autre grave confusion vient obscurcir l'esprit de ces décroissants. C'est la question de la démographie. Bien entendu, nous savons tous que la démographie rentre en ligne de compte dans le calcul de l'empreinte écologique, dans la mesure où, s'il y a moins d'individus sur un territoire considéré, l'application d'une simple règle arithmétique conduit à une empreinte écologique plus basse. Donc, une diminution de la démographie fait diminuer l'empreinte écologique. Or, très bizarrement, mais nous allons voir plus loin qu'en fait, il y a une explication de cette bizarrerie. Les décroissants individualistes ne considèrent pas l'accroissement démographique mondial comme un problème. Pour justifier de leur positionnement, ils se basent sur un certain nombre d'éléments, dont notamment une déclaration de M. Jean Ziegler qui, intervenant dans le cadre du mouvement contre la faim dans le monde, a un jour en effet déclaré. Il a dit « Il n'y a assez de nourriture aujourd'hui pour nourrir tout le monde sur cette terre ». L'idée simple sous-tendant cette affirmation étant qu'il suffit en fait d'aller chercher la nourriture là où il y en a pour tout simplement l'amener là où il n'y en a pas. Ce raisonnement procède d'un calcul très théorique. En effet, ça revient à évaluer la quantité de nourriture globalement produite dans le monde, la multiplier par un nombre moyen de calories au kilo, évaluer ensuite le nombre de calories nécessaires à chaque individu pour ne pas mourir de faim, alors c'est environ 2200 calories par jour, et enfin, diviser le premier chiffre par le nombre d'habitants de la planète et obtenir ainsi un résultat supérieur à 2200 et en conclure donc que c'est possible. Il est bien évident que cette arithmétique sommaire ignore un nombre considérable de paramètres et de variables aléatoires, et qu'il n'est pas certain du tout que Ziegler, quand il a prononcé cette phrase extraite de son contexte, sous-entendait qu'on pouvait continuer à enfanter sans limitation sur la Terre en application de cette équation rudimentaire. Ce n'est pas certain du tout. Le deuxième élément concerne la vision que ces décroissants, dont la plupart sont issus d'un milieu urbain, la vision qu'ils ont de la future agriculture. Cette future agriculture, celle de la société de l'après-croissance, c'est logiquement celle qui va prendre la suite de l'agriculture industrielle, lorsque les ressources pétrolières auront décliné. Car nous savons qu'aujourd'hui, l'agriculture est dépendante à 100% du pétrole. C'est une pétro-agriculture. Et l'agriculture post-fossile sera donc inéluctablement biologique. Non pas volontairement, mais inéluctablement.
C'est-à-dire tout simplement l'agriculture comme autrefois, comme avant le pétrole, est soumise à des rendements plus faibles donc que ceux de l'agriculture industrielle et qui ne permettront pas de nourrir 10 milliards d'humains. Alors pour plus de détails sur ce point précis qui peut faire l'objet d'une conférence entière, vous pouvez consulter la vidéo intitulée « L'impasse alimentaire de la croissance » dont le lien s'affiche ici. Alors ces décroissants, eux sont persuadés du contraire. Ils sont persuadés qu'avec des techniques d'agriculture soi-disant nouvelles, permaculture, l'agroforesterie, très en vogue actuellement, nous allons pouvoir augmenter, mais oui augmenter, la productivité à l'hectare d'une agriculture privée par ailleurs d'hydrocarbures et de traction mécanique. Cette illusion de décroissants qui sont majoritairement issus de milieux urbains et qui ignorent tout de la réalité agricole, ayant perdu le lien avec le monde rural, cette illusion est consternante. Contrairement à ce qu'ils pensent, ces façons culturelles n'ont rien de nouveau, rien de révolutionnaire. Ce sont tout simplement des façons de faire l'agriculture d'avant le pétrole, mais qui ont été renommées avec des termes plus efficaces en termes de marketing écologique et donnant lieu à d'incessantes publicités pour des stages de permaculture vendus à des sommes plus que rondelettes. Ces rêves bioproductivistes se basent sur un certain nombre de micro-expériences faites ici ou là dans ce qu'ils nomment les alternatives concrètes, toujours elles. Un des exemples emblématiques, c'est celui de la ferme du Bec et Loin, dont la rentabilité est plus assurée par la vente de ses produits de formation que par ceux de son jardin maraîcher, mais à partir duquel sont échafaudées des matrices et des extrapolations mirobolantes pour la planète entière, dignes de Jean de Florette. Et c'est malheureusement sur ce contresens que ces décroissants-là fondent leur confiance dans le taux de natalité actuel. Cette position en faveur de l'accroissement démographique, ou tout au moins pour le maintien du taux de démographie actuel, constitue une contradiction, un paradoxe stupéfiant chez eux. Et il est de ce fait compréhensible qu'ils considèrent toute interpellation sur le sujet comme une objection pénible. Enfin, et pour clôturer cette analyse critique du positionnement des décroissants individualistes, nous parlerons de leurs revendications récurrentes, la plus spectaculaire, celle pour un revenu minimum garanti pour tous, reprenant par là même une idée qui flotte dans l'air de presque tous les partis politiques du système. Car cette revendication n'est pas anecdotique. Elle est même centrale, notamment dans un manifeste intitulé « Un projet de décroissance » et sous-titré « Pour une dotation inconditionnelle d'autonomie ». Manifeste, petit livre, qui ne laisse planer aucun doute sur la corrélation de leur concept de décroissance avec cette idée de revenu minimum garanti, corrélation qui n'apparaît pas vraiment évidente au premier coup d'œil, et dont il range également tout questionnement sur sa justification au rayon des objections pénibles. Nous avons toutefois cherché à en savoir plus. En premier lieu, il s'agit de bien comprendre quel type de revenu de base propose ces décroissants. Parce que, comme nous venons de le dire, le principe d'un revenu garanti, il est dans tous les cartons de presque tous les partis politiques, et que, de ce fait, il ne faudrait pas confondre les propositions des uns avec les propositions des autres, dans la mesure où il existe des différences de vue, aussi bien au niveau du montant souhaité qu'au niveau des critères d'obtention de ce revenu. Les décroissants individualistes, eux, devenus pour l'occasion, ce que nous pourrions dénommer des militants sursocialisants, proposent pour leur part quelque chose de très précis. Ils proposent de très précis.
Il propose un revenu assez élevé, de l'ordre de 1 000 € mensuels, voire plus, qui serait inconditionnel, c'est-à-dire non soumis à conditions de ressources, et par ailleurs, il serait attribué de la naissance à la mort, et enfin, il ne serait pas soumis à aucune contrepartie, en travail par exemple. Indépendamment de toute opinion critique partisane, nous observerons que ce système présente 3 caractéristiques objectives. Premièrement, il est démobilisateur des énergies laborieuses. Deuxièmement, il est directement lié à la durabilité du capitalisme, aussi étrange que cela puisse paraître, mais c'est pourtant vrai, nous allons le démontrer. Et troisièmement, il favorise l'augmentation de la natalité, toujours vrai. Voyons ces 3 caractéristiques dans l'ordre. Alors, un tel revenu inconditionnel est évidemment démobilisateur de l'énergie, de l'activité, de l'inventivité individuelle, puisqu'il rend loisible à tout individu de ne pas avoir d'activité économique dans le sens traditionnel, c'est-à-dire de se livrer à un acte d'échange moyennant rémunération, un acte d'échange de produits ou de services qu'il aurait fabriqués, ou à l'élaboration duquel il aurait participé. Or, dans une situation de décroissance, c'est-à-dire d'une économie qui décline par la diminution progressive de l'offre en ressources naturelles, il est évident que nous aurons besoin d'une mobilisation sans précédent de tous les efforts individuels. Compte tenu de la nécessité objective de faire tourner le monde avec moins d'énergie et moins de matières premières, et du besoin probable d'opérer l'exhumation de multiples savoir-faire balayés par la technologie pétrolière, cet élément démobilisateur pour l'activité de production nous paraît incompatible, totalement incompatible, avec une gestion optimisée de la décroissance. Ceci est un premier point. La deuxième caractéristique est une traduction du manque apparent de clairvoyance dans l'analyse économique des décroissants individualistes. Bien qu'ils s'affirment anticapitalistes et antiproductivistes, avec des mots, dans leurs mots, ils se font objectivement les alliés du capitalisme dans leurs actes, puisqu'ils comptent sur les marges et les bénéfices des entreprises du marché pour pouvoir fournir les sommes énormes nécessaires au financement de cette dotation inconditionnelle. Un rapide calcul, en effet, fait apparaître le chiffre de 800 milliards annuels nécessaires, c'est-à-dire 1 000 € par personne, multiplié par 62 millions d'habitants et multiplié par 12 mois. Ce chiffre de 800 milliards, qui est tranquillement annoncé par les décroissants individualistes, c'est presque la moitié du PIB actuel et c'est à peu près l'équivalent de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Donc, pour pouvoir financer ce revenu de base, il est impératif d'avoir des entreprises qui réalisent de larges bénéfices afin que l'État puisse effectuer une ponction fiscale de ce niveau. Il est évident que ce n'est pas avec une situation de décroissance, avec des entreprises qui fonctionnent en basse énergie, que nous allons pouvoir dégager ces sommes faramineuses. Seul un capitalisme croissant et florissant pourrait le permettre, ce qui vient en totale contradiction avec les positions politiques de ces décroissants. La troisième caractéristique de ce revenu de base inconditionnel, c'est qu'il est objectivement nataliste. En effet, donner un revenu à tout le monde, de la naissance à la mort, cela incite bien entendu chaque famille à avoir des enfants, puisqu'elle va pouvoir bénéficier de facto, à chaque naissance, d'un revenu supplémentaire. C'est une incitation financière à la natalité à peine déguisée. Or, nous avons vu tout à l'heure qu'une augmentation démographique conjointe à une perspective de décroissance et consubstantiellement à une diminution des rendements agricoles pose un problème crucial pour la survie alimentaire de l'humanité. Toute politique qui pousse à la natalité est donc néfaste de ce point de vue. Mais il y a une quatrième caractéristique liée à ce revenu inconditionnel et que nous n'avons pas encore citée. Il s'agit
du couplage mécanique de cette notion de revenu de base avec la notion de revenu maximum autorisé. Ce RMA, revenu maximum autorisé, procède de l'idée que l'État doit contrôler que les revenus de tout individu ne dépassent pas un certain seuil et doit, pour ce faire, instaurer un dispositif fiscal coercitif supplémentaire destiné à prélever l'intégralité du dépassement. Le seuil généralement proposé étant 4 fois le SMIC. Pour simplifier, nous dirons qu'avec ce système, aucun individu n'aurait le droit de gagner plus de 4 500 € mensuels. Il s'agirait donc d'établir une législation fiscale encore plus rigoureuse que celle en vigueur aujourd'hui, ce qui représenterait un accroissement très fort de l'autoritarisme étatique et du volume de la bureaucratie. Au plan idéologique, il ne s'agirait ni plus ni moins que d'établir l'avènement de l'impôt roi, puisque l'impôt apparaîtrait dans ce schéma comme étant le grand régulateur de la justice sociale, malheureusement. Il y a tout lieu de penser que ce dispositif, s'il était mis en place, ne pourrait tout simplement pas fonctionner pour la raison simple qu'il souffre d'un grave vice de conception interne. Lequel? Eh bien, tout d'abord, nous devons constater que les gens qui ont conçu cette idée de revenu maximum et de prélèvement au-delà d'un certain niveau sont des personnes qui n'ont pas l'expérience ni la pratique de l'entreprise et qui raisonnent d'une façon académique, universitaire et toute théorique. Car en effet, tout chef d'entreprise ou tout travailleur indépendant, et quelle que soit sa taille, sait très bien que s'il était confronté à un dispositif fiscal prélevant 100% de ses revenus au-delà de certains seuils, il serait tout naturellement conduit à s'auto-limiter. Et il y a donc fort à parier que ce dispositif de prélèvement fiscal serait inefficient de ce point de vue pour la simple bonne raison qu'il déclencherait automatiquement une réaction instinctive de plafonnement volontaire des revenus par les individus et les entreprises concernées dans le but avoué d'éviter d'atteindre ce seuil et ainsi ne pas avoir à perdre intégralement le fruit du différentiel de travail nécessaire à la génération du surplus ainsi confisqué. Le déni de cette évidence comptable est symptomatique de la part de gens qui n'ont aucune idée des rouages du mode de production réel des richesses et qui considèrent le revenu salarial, le budget étatique comme des données acquises, naturelles et axiomatiques sur lesquelles il suffirait de légiférer pour que leur montant évolue. Cette source de financement imaginée par les décroissants individualistes pour financer leur dotation inconditionnelle est donc mécaniquement vouée à l'échec. Mais nous voici partis bien loin de la décroissance avec cette affaire de revenu universel qui, sans jeu de mots, nous fait revenir au sein de la bonne vieille politique politicienne et sa propension à nous concocter des propositions foncièrement démagogiques dans l'objectif unique de rassembler le plus de monde possible autour de sa bannière. En effet, il est probable qu'un grand nombre de personnes, concernées ou pas par la décroissance, il est probable qu'elles soient séduites par l'idée de recevoir de l'État une dotation inconditionnelle de la naissance à la mort. Cette posture sursocialisante des décroissants individualistes, qui pourrait évoquer au premier abord la fameuse maladie infantile du communisme dénigrée par Lénine en 1920, qui désignait l'attitude de l'ultra-gauche, traduit en réalité une option beaucoup plus tempérée qui est celle d'un réformisme qui n'ose pas dire son nom.
c'est-à-dire une posture exclusivement revendicatrice, voire syndicaliste, directement inspirée des pratiques de la gauche traditionnelle. C'est ainsi que, comme nous l'avons déjà signalé, ces décroissances font un point d'honneur à affirmer qu'ils appartiennent à la famille politique de la gauche. Un de leurs livres collectifs s'intitule même « Notre décroissance n'est pas de droite ». Et pourtant, force est de constater que la croissance, elle n'est pas de droite ni de gauche. La décroissance non plus. Tous les gouvernements de droite ont prôné la croissance, tous les gouvernements de gauche ont prôné la croissance. Et donc, de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas distinguer une différence sensible de positionnement. Mais rien à faire. Rien n'y fait. Ces décroissances sont littéralement obsédées par la possibilité qu'il puisse exister une décroissance de droite. Qu'est-ce qu'une décroissance de droite? Cette éventualité les horrifie, car ils considèrent la décroissance comme étant, en fait, leur propriété intellectuelle, génératrice pourquoi pas de droits d'auteur chaque fois qu'elle serait citée, ou pouvant justifier d'une plainte en plagiat chaque fois qu'elle semblerait détournée par d'autres. Alors avant de terminer cette analyse critique de la mouvance décroissante individualiste, analyse, c'est vrai, souvent en forme de réquisitoire, nous devons préciser un dernier point qui revêt toute son importance et qui est de nature à éviter une mauvaise interprétation ou déformation de nos propos. Cette précision importante, c'est celle-ci. Nous respectons au plus haut point les choix de vie de ces décroissants individualistes. Bien plus, c'est pour l'occasion, je vais passer ce discours à la première personne en indiquant que je pratique personnellement ce mode de vie depuis le début des années 1970, à une époque où la plupart des leaders de ce mouvement étaient en bas âge ou même pas encore nés. J'ai pratiqué l'agriculture biologique dès cette époque en tant qu'agriculteur, avec notamment le premier label bio disparu aujourd'hui, la méthode Lemaire-Boucher. Et je suis toujours autosuffisant actuellement pour mon alimentation dans le cadre d'un jardin potager. Cette démarche individuelle, cette démarche qu'on peut appeler pas de côté, est, à mon sens, et je le dis, une excellente façon de signifier sa non-adhésion à la logique de la croissance. Le prosélytisme également, pourquoi pas, c'est-à-dire la démarche à vocation politique, qui tente à favoriser une dissémination de ces pratiques, démarche suivie par bon nombre de décroissants individualistes, me paraît également tout à fait respectable, à la condition toutefois qu'elle ne franchisse jamais la limite de la libre détermination des individus et qu'elle ne cherche pas à imposer par la loi cette option à tout le monde. En conclusion, nous signifierons notre adhésion de principe aux pratiques personnelles des décroissants individualistes et notre respect quand ils les assortissent d'une posture prosélyte, bien que cette dernière soit toutefois jugée illusoire et dérisoire d'un point de vue de l'efficacité politique. Nous formulerons par contre de sérieuses réserves quant à la tentation totalitaire qui peut parfois les animer, et nous nous permettrons de douter de leur sincérité à chaque fois qu'ils prétendent combattre le capitalisme avec des dispositifs qui ne pourraient pas exister sans lui le capitalisme. Car le capitalisme n'est pas une externalité de la croissance, une externalité comme la pollution, comme le réchauffement climatique. Le capitalisme, c'est le moteur de la croissance. Le capitalisme n'est pas une conséquence de la croissance. Le capitalisme est le générateur de la croissance. Alors ce doute, il est malheureusement renforcé par l'actualité récente, puisque nous savons qu'une mouvance décroissante, une mouvance relevant des critères de la première idée simple, que nous venons d'exposer dans cette vidéo, c'est-à-dire changer le monde pour instaurer la joie de vivre,
associé par ailleurs à d'autres critères relevant de la deuxième idée simple qui sera exposée dans la prochaine vidéo. Cette idée simple, c'est lutter contre les externalités négatives de la croissance. Eh bien, une mouvance ainsi homogénéisée par ces deux idées simples a entrepris d'être présente aux prochaines élections territoriales, présente soit sous la forme de directement, soit sous une forme de soutien des listes amies. À être présente sur la base d'une sorte de programme dont nous aurons l'occasion de livrer une analyse détaillée dans une prochaine communication, mais dont nous pouvons d'ores et déjà dire, et en synthèse, qu'il confirme, malheureusement, point par point, les critiques exposées dans cette vidéo d'aujourd'hui, notamment quant à son inspiration, nous dirons gentiment réformiste, mais objectivement soumise au système capitaliste. La preuve en est certains passages qui ne sont que de simples copier-coller, semblant tout droit sortis des programmes de la France insoumise ou de ELV. Ce programme qui n'est, malheureusement, qu'une succession de déclarations de bonnes intentions, une succession de yaka ou de ifocon, jamais assorti de traduction en mesures législatives concrètes et cohérentes entre elles. Ce programme apporte la parfaite démonstration que ces décroissances sont bercées par l'illusion fâcheuse de pouvoir réformer à l'intérieur du système capitaliste. Alors que l'histoire nous a appris qu'au contraire, le capitalisme se renforçait à chaque fois de ses propres oppositions, notamment par l'utilisation de techniques de récupération devenues de plus en plus subtiles au fil du temps, et qu'il n'y avait qu'une seule stratégie possible face à lui, la rupture. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.